Bon. Bonjour Monsieur Guetta. Bonjour. Merci d'avoir accepté un nouveau rendez-vous du Club Lamartine. Ce rendez-vous est diffusé en vidéo sur YouTube et en podcast sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. Vous êtes journaliste, spécialiste de géopolitique, député européen aujourd'hui et lauréat du prix Albert Londres. Alors, vous avez été correspondant pour Le Monde en 1981 à Varsovie, où vous avez suivi de très très près les grèves et le mouvement Solidarność, qui a emmené à la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS. Je fais un résumé très très court, mais j'invite les gens à lire votre brillant livre dans lequel je me suis replongé. Vraiment, je le conseille 1000 fois. Euh, en, euh, Puis, vous avez été correspondant à Washington et ensuite à Moscou au moment de l'accession au pouvoir de Gorbatchev, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Euh, vous avez été ensuite rédacteur en chef de la lettre, pas de la lettre, mais de l'expansion et du Nouvel Obs. Et j'ai un doute sur le rédacteur en chef du Nouvel Obs, mais Directeur de la rédaction. rédacteur de la Directeur rédaction. de la rédaction. Dans les deux, écoutez, ça n'a pas Non, d'importance. mais pour être précis, j'avais un doute. Vous êtes ensuite, alors ça, la chronique géopolitique de la matinale de France Inter de 91 à 2016 à 8h17. Et je peux dire que vous me manquez, en tout cas personnellement, tous les matins de vous entendre. C'était toujours un plaisir et c'est toujours un plaisir de vous entendre. Nous vous avons reçu au Club Lamartine physiquement à l'époque pour la sortie de votre livre euh, qui a empêché les autres de sortir maintenant que vous êtes député européen. Peut-être un jour on aura Ah, on la ne sait suite. jamais. Alors, qu'est-ce qu'ils étaient d'actualité par rapport à l'Italie aujourd'hui? Et je vous ai reçu pour le rendez-vous il y a quelques mois au sujet de l'Ukraine. À cette époque, il y avait un doute sur les raisons de la guerre en Ukraine. En tout cas, vous aviez exposé quelques hypothèses. Est-ce que aujourd'hui on en sait plus? Certains parlent d'une guerre de l'énergie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Écoutez, je crois surtout que c'est une guerre de la cécité de M. Poutine. Monsieur Poutine, qui est obsédé par une volonté, une ambition de reconstituer non pas l'Union soviétique, car il n'est pas communiste, il n'est pas léniniste, il pense que l'Union soviétique était beaucoup trop libérale, en tout cas sur les questions nationales. Non, il est obsédé par l'ambition de reconstituer l'Empire russe, et en vérité l'absolutisme russe. Et il considère que, comme au temps de l'Empire, il ne devrait y avoir aucune différence entre les nationalités, que les Ukrainiens, les Géorgiens, les Baltes, les Polonais, pourquoi pas les Finlandais, pourquoi pas les Suédois, sont des Russes. Et donc il s'est lancé dans cette aventure, persuadé que l'Ukraine était une invention de l'impérialisme américain, qu'il n'y avait pas d'identité nationale, qu'il n'y aurait pas de résistance, etc. Et comme nous le savons, il s'est cassé le nez. Et depuis, il est en perpétuelle fuite en avant parce qu'il ne peut pas reconnaître son échec absolu. En vérité, il est battu sur le Hmm. terrain. En vérité, il est battu. Alors bon, le sort des armes est toujours évidemment incertain. Ça peut évoluer, mais aujourd'hui, il est battu. Et donc, il se lance dans une fuite en avant, l'annexion des territoires ukrainiens. C'est presque comique d'ailleurs parce qu'on ne sait toujours pas, et les porte-paroles du Kremlin le disent, on ne sait toujours pas dans quelles frontières ces annexions ont été faites. Est-ce que ce sont les frontières administratives ukrainiennes des 4 régions annexées ou est-ce que ce sont les parties de ces 4 régions que l'armée russe contrôle? Alors, le porte-parole du Kremlin est incapable de répondre et ça crée une situation absolument extraordinaire puisque juridiquement parlant, du point de vue russe, Oui. j'entends, du point de vue russe, ces régions sont devenues territoires russes. Donc, leurs frontières extérieures sont les frontières internationales de la Fédération de Russie. Eh bien, vous demandez au Kremlin quel est le tracé aujourd'hui, selon vous, de vos frontières internationales. Eh bien, ils ne savent pas. Hmm. Ils sont incapables de répondre et ils disent, ah, écoutez, on ne sait pas encore. Mais on ne sait pas encore pour une raison très simple, c'est que la ligne de front, elle évolue. Oui. Alors,
Et puis, il y a une deuxième raison, c'est qu'il ne contrôle pas l'ensemble de ces 4 régions, de toute manière. Non, on est dans une situation qui est, qui serait franchement comique si nous n'étions pas dans une situation extraordinairement dangereuse, parce que cet homme est aujourd'hui, M. Poutine, un ours blessé, acculé, qui ne sait plus quoi faire. Alors, je ne pense pas qu'il va appuyer sur le bouton nucléaire pour raser Washington, Paris et Berlin, mais en revanche, qu'est-ce qu'il peut faire pour essayer d'échapper au bourbier dans lequel il est entré lui-même par sa propre décision? Mais en vérité, moi, je ne vois plus très bien. Je ne vois plus très bien ce qu'il peut faire pour s'en sortir. Il y a une grande surprise quand même, c'est l'état de l'armée russe. Euh, on a pu voir avant la guerre, j'avais lu entre autres le livre sur la Wagner, où le soldat expliquait quand même le niveau d'armement très très faible des soldats. Là, on voit qu'ils sont en déroute. Est-ce qu'il peut avoir un empire sans armée? Et est-ce qu'on est en train de voir la chute de l'empire russe ou la force russe militaire en tout cas? Est-ce que il s'est pas affaibli ou il montre pas sa faiblesse? Bon, écoutez, l'Empire russe, il n'existe plus, mais je comprends très, très bien le sens de votre question. Euh, la Russie reste aujourd'hui le pays le plus étendu du monde. Et cette Russie, c'est une fédération. C'est une fédération composée, je reprends le terme employé dans la Constitution fédérale, composée de 85 sujets, c'est-à-dire composantes en vérité. Ce n'est pas sujet au sens de sujet du roi, Oui. c'est personnalités existantes, composantes en français. 85 composantes, auxquelles il faut ajouter les 4 régions annexées la semaine dernière. On ne va pas le faire. Mais 85 composantes. Il y a là-dedans d'immenses républiques de Sibérie. Il y a là-dedans de toutes petites républiques comme la Tchétchénie du Caucase. Il y a là-dedans des villes considérées comme des villes fédérales, Saint-Pétersbourg, Moscou, une troisième, je ne sais plus laquelle, qu'importe. Il y a des régions autonomes, il y a des ceci, des cela, etc. Mais si demain, et on en prend apparemment le chemin. Le pouvoir du Kremlin, je ne dis même pas celui de M. Poutine, au-delà même de M. Poutine, le pouvoir fédéral, le pouvoir central s'affaiblit réellement. Mais les tendances centrifuges vont s'exercer à l'intérieur de la fédération. Et il n'est pas du tout impossible que l'emprise déjà tellement forte, commercialement et économiquement parlant, de la Chine sur la Sibérie s'affirme encore, non pas du tout par une annexion par la force, non, mais tout simplement, la capitale, ça sera Beijing et non plus Moscou, de Hmm. fait. Bon, il n'est pas du tout impossible, il est encore moins impossible que la Tchétchénie reprenne ou veuille reprendre sa voie vers l'indépendance et que toutes les autres républiques du Caucase du Nord ne veuillent suivre ce mouvement. J'ai été très frappé de voir que l'opposition à la mobilisation dite partielle a été la plus forte, la plus violente au Daghestan, une autre des républiques du Caucase du Nord, où on a vu les mères, les femmes, les filles des appelés, bah, écoutez, en bon français, tabasser les flics. Hmm. Tabasser les flics, les Oui. mettre en fuite. Les mettre en fuite. Et en vérité, cette république est entrée totalement en ébullition. Il n'en faut pas beaucoup pour qu'on assiste, pour qu'on puisse assister demain, après-demain, euh, à à un éclatement de la fédération. Partiel, évidemment, lent, etc., mais à un Hmm. éclatement. Mais est-ce qu'il n'en fait pas allusion au moment de son discours il y a quelques jours où il parle que les États-Unis est derrière une force qui irait vers l'explosion de la Russie? En fait, Mais écoutez, tout à est-ce qu'il en fait. fait, est-ce qu'il cherche pas Pourquoi l'excuse quelque part? Oui, il doit bien l'avoir en tête, hein, cette hypothèse, M. Poutine, que nous venons d'évoquer. Mais au-delà même de ça, comme il ne peut pas dire devant son peuple et devant le monde
qu'il est mis en échec par l'Ukraine. C'est exactement comme s'il y avait demain une guerre entre la France et la Belgique et que la France ait été mise en échec par la Belgique, d'un rapport de force, ou que la France veuille annexer, je ne sais pas, le canton de Vaud et qu'elle n'y arrive pas. Bon, et c'est tout de même extraordinaire. Donc, comme il ne peut pas avouer cela à personne, sans doute pas à lui-même, maintenant, il n'est plus en guerre contre les nazis, comme il disait, Hmm. de Kiev. Il est en guerre contre ce qu'il appelle l'Occident collectif. Et dans sa tête, c'est les États-Unis et la Grande-Bretagne, suivis de leurs vassaux français, italiens, allemands, suédois, etc., etc. Alors, il est en guerre, évidemment, contre un démon. Il a dit un Satan. Hmm. Le satanisme, Ouais, le satanisme de l'Occident. C'est extraordinaire. Il en est au niveau des mollahs iraniens. ouais, c'est Il en ça, est au oui. niveau exactement des mollahs iraniens. Alors, évidemment, être battu ou être mis en échec, provisoire, naturellement, va-t-il nous dire, être mis en échec par l'Occident collectif, bah, écoutez, c'est moins humiliant que d'être mis en échec par l'Ukraine. Alors maintenant, son combat, c'est contre l'Occident collectif, et il essaye ainsi de mobiliser ou de remobiliser, plus exactement, la Chine, l'Inde, d'obtenir une sympathie, une empathie d'une partie des opinions latino-américaines et africaines, qui, les unes et les autres, sont évidemment, ont un ressentiment, c'est vrai, contre les puissances occidentales, notamment en Amérique latine contre les États-Unis. Donc, il essaye voilà, de constituer un front anti-occidental, parce que l'Occident, c'est les démons. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est que dans cette philippique contre l'Occident, il reproche aux grandes démocraties, puisque l'Occident, ce sont quand même les grandes démocraties aujourd'hui, Au passage. il leur reproche tout ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à la Russie. Hmm. Parce que, écoutez, écoutons une seconde M. Poutine. Il leur reproche d'être impérial. Mais attendez, il n'y a qu'une seule capitale au monde aujourd'hui qui veuille reconstituer un empire. C'est Moscou. Hmm. Il y a eu Ankara un petit moment, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et puis en plus, c'était l'ambition de reconstituer l'empire par l'économie, par l'influence économique, pas par la force militaire, pas par les conquêtes territoriales. Donc la seule capitale impériale au monde aujourd'hui, c'est Moscou. La seule puissance coloniale aujourd'hui, c'est la Russie. Et donc, les péchés de la Russie et ses péchés propres, principalement, eh bien, M. Poutine les met sur le dos des puissances occidentales. Et, et le fait, je reviens sur le fait que l'armée est en déroute, a montré ses faiblesses. On voit qu'ils utilisent des armes rouillées, des armes de l'après-guerre, de la période froide. Est-ce que c'est de montrer sa faiblesse? Est-ce que ça ne peut pas ouvrir l'appétit des Chinois? Parce que les Chinois jouent un jeu Mais bizarre avec les Russes. je crois que vous avez tout à fait raison, et malheureusement tout à fait raison, parce que, admettons, je l'évoquais tout à l'heure, que l'emprise de la Chine sur la Sibérie, c'est-à-dire sur un sous-sol richissime, s'accentue, eh bien, c'est le continent européen qui aura perdu face à la Chine. Et donc, bien au-delà de M. Poutine, bien au-delà de cette guerre d'Ukraine, nous devons voir, nous, les Européens, euh, quels sont nos intérêts à long terme et nos intérêts collectifs d'Européens, pas d'Occidentaux, d'Européens. Eh bien, nos intérêts d'Européens ne sont certainement pas que la Sibérie passe aux mains de la Chine avec ses richesses, ne sont certainement pas que le Caucase du Nord éclate en une demi-douzaine de petites régions ou républiques indépendantes qui seraient immédiatement la proie de mafias, d'Al-Qaïda, de Daesh ou des trois en même temps. Hmm. Non,
Monsieur Poutine, non seulement sème la mort, non seulement sème la désolation, non seulement ruine ce pays et ébranle nos économies, c'est déjà beaucoup de méfaits. Mais en plus, il est en train de détruire la Russie, Oui. et deuxièmement, de fausser gravement le rapport de force entre l'Europe et l'Asie, concrètement parlant, entre l'Europe et la Chine. Eh bien, véritablement, cet homme est une nuisance infernale. C'est-à-dire que son aveuglement, la petitesse de son intelligence, pour rester poli, la petitesse de son intelligence, pour rester poli, porte un nombre impressionnant de catastrophes. Et c'est un effet domino qui est très dangereux, oui. Ah oui, vraiment. Vous, euh, est-ce que c'est un État basé quand même malgré tout sur l'armée? Est-ce que on peut s'attendre à un coup d'État à la Valkyrie de juillet 44? Écoutez, je suis absolument, enfin, je ne m'y risquerai pas, je suis incapable de faire un pronostic. Ce que je constate, et je ne suis pas le seul ou plus le seul à le constater, c'est qu'aujourd'hui, depuis maintenant quelques semaines, mais surtout depuis maintenant quelques jours, depuis 2, 3 jours, depuis la défaite de la Russie à Liman, cette ville du Donbass que les Ukrainiens viennent de reconquérir, eh bien, au sein même de l'establishment russe, on commence à échanger des noms d'oiseaux. On commence à échanger des noms d'oiseaux et on commence à dire mais il n'aurait pas dû faire ça, mais il aurait dû faire ça, mais c'est un incapable, mais il faut le limoger, mais il faut le dégrader, mais il faut le juger, etc., etc. Et quand on commence à dire cela, eh bien, on a en tête consciemment, ces gens-là ont en tête consciemment ou inconsciemment le fait qu'après tout, ces gens-là tiennent leur nomination de qui? De M. Poutine. Alors on ne met pas nommément en cause M. Hmm. Poutine, mais on met très clairement en cause sa direction. Et là, on est entré dans une nouvelle période et il y aura forcément des gens qui vont commencer à se dire, à se demander s'il ne serait pas meilleur calife que le calife. Et il y a probablement 2 personnes qui commencent à se le demander avec beaucoup de force. C'est le créateur de ce corps de mercenaires qu'on appelle Wagner, et Hmm. qui dispose d'une armée privée. C'est pas rien quand on a la tentation de se faire sauveur de la patrie et donc Brutus. Et deuxièmement, il y a l'état-major qui doit commencer à en avoir assez d'être insulté pour un échec militaire, alors qu'il est assez clair que beaucoup des officiers supérieurs, et notamment le renseignement militaire, avaient mis en garde contre cette aventure. Et puis il y a un troisième candidat, c'est M. Kadyrov, le vice-roi de la Tchétchénie, qui est un tortionnaire de la pire espèce, qui a transformé la Tchétchénie en une vaste chambre de torture, et qui sait très très bien que si la Russie perdait en Ukraine, la Tchétchénie reprendrait immédiatement sa marche vers l'indépendance et lui demanderait des comptes à lui, le vice-roi, pour ne pas dire le Gauleiter de M. Poutine en Tchétchénie. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce même M. Kadyrov appelle frénétiquement à utiliser l'arme nucléaire en Ukraine. Oui. Il panique pour lui-même. Il y a une explication très logique à cela. Il panique pour lui-même. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous étiez à Moscou au moment de la session, accession au pouvoir de Gorbatchev. Comment on est passé de Gorbatchev à Poutine? Comment cette génération
qui a vu la démocratie arriver, qui a vu l'espoir de la liberté. Vous en parlez très très bien. Je me suis replongé dans ce livre il y a quelques jours de ces intellectuels qui ont pu parler librement. Comment on est passé de Gorbatchev à Poutine? Et pourquoi la Russie ne regarde pas plus vers l'Ouest comme un ami et pas comme un ennemi? Mais je pense qu'une grande partie de la population le fait. Cette jeunesse, ces jeunes générations urbaines russes, de la nouvelle Russie, qui sont nées après le communisme, ou qui avaient 10 ans à la chute du mur, enfin bon, eh bien, leur modèle naturel, c'est l'Europe, plus encore que les États-Unis d'ailleurs. Euh, et plus encore d'ailleurs l'Europe du Nord que l'Europe du Sud. Ils regardent vers la Scandinavie, ils regardent vers l'Allemagne, ils regardent vers les Pays-Bas, la France, l'Italie. Oui, on aime plus. Il y a un attrait culturel, mais le modèle de société, le modèle économique, c'est plutôt l'Europe du Nord dans leur esprit, parce que ce sont des libéraux au sens économique du terme et au sens politique, aux deux sens du terme. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est très simple. Peu de gens ont cru que Gorbatchev voulait réellement apporter la liberté et la démocratie. Donc, peu de gens l'ont soutenu. Euh, Tout le monde, les Occidentaux, comme les républiques de l'Union soviétique, qui sont devenus des États indépendants aujourd'hui, ont profité de l'ouverture et de la liberté qu'il apportait. Ben, on en profitait, tant mieux pour elles, naturellement, bien sûr. Pour devenir indépendante. D'autres en ont profité pour s'enrichir. Des troisièmes en ont profité pour prendre le pouvoir, M. Yeltsin. Mm. Et quand M. Yeltsin arrive au pouvoir, il recourt, ou plutôt il laisse recourir à ce qu'on a appelé la thérapie de choc. La thérapie de choc, c'est-à-dire le passage d'une économie entièrement administrée à une économie entièrement privatisée. Et ça se fait comment? Au moyen du plus grand hold-up du siècle, c'est-à-dire que l'élite de l'appareil communiste, l'élite du pouvoir, se partage en quelques mois la quasi-totalité des plus intéressantes richesses nationales. Et on appelle ça l'économie de marché. Ah, il n'y a pas de meilleur moyen de dégoûter de l'économie de marché que de dire à un pays entier, eh bien finalement, les communistes avaient raison, le marché, c'est le vol. Deuxièmement, on concentre tout le pouvoir politique, avec une très grande violence en vérité, dans les mains de ce qu'on appelle la famille Yeltsin, c'est-à-dire aussi bien sa fille que ses affidés. Et on dit c'est la démocratie. Ah, ben il n'y a pas de meilleur moyen de dégoûter de la démocratie que de dire regardez, la démocratie, c'est le pouvoir des plus forts et des plus riches. Arrive au moment où la Russie se dégoûte de Yeltsin, de ce système de pouvoir et de l'alcoolisme indécent de ce président, qui ne pouvait articuler qu'avant 10 heures du matin. Passé 10 heures du matin, c'était fini. Et jusqu'au réveil le lendemain. Et jusqu'au réveil le lendemain. Eh bien, ils sont immensément séduits par ce jeune homme, à l'époque, jeune homme, tout en muscle, à l'époque, tout en muscle, et qui se fait passer pour le James Bond de la Russie et le vengeur de la Russie. D'ailleurs, plutôt pour le Superman ou le Tarzan, je ne sais pas comment il faut dire, voire le Robin des Bois. Et puis, on sait ce qu'il en est advenu. Ça n'a pas été Robin des Bois, ça a été super voleur. C'est-à-dire que pendant 10 ans de Yeltsin, il y avait eu le règne des voleurs. Là, ça a été le règne de super voleurs. Et puis, sous Yeltsin, il y avait des libertés, de la presse notamment. M. Poutine les supprime. Sous Yeltsin, il y avait encore les libertés, le pluralisme politique qu'avait introduit Gorbatchev. M. Poutine les supprime et il restaure une dictature qui a beaucoup plus à voir avec l'absolutisme tsariste qu'avec la dictature communiste.
dernière petite question, parce que je sais que votre temps est très compté et merci d'avoir accordé ce rendez-vous. Est-ce que aujourd'hui vous aimeriez pas être journaliste à Moscou? Vous savez, il y a un temps pour tout. J'ai follement aimé être correspondant à Moscou, mais voilà, je suis aujourd'hui parlementaire européen et je fais au Non, Parlement des choses je voulais passionnantes, en tout cas qui me passionnent et qui sont importantes. Il y a un temps pour tout. je voulais pas dire que vous n'étiez pas important pour l'Europe. Hein. Non, non, pas du tout, C'est, je ne l'ai pas pris comme ça. Non, non, mais je veux c'est- simplement dire qu'il y a un temps pour tout. Et puis après tout, on est meilleur correspondant à 35 ans qu'à 72, il y a aussi l'expérience. peut-être aussi. Mais en tout cas, merci. Merci pour toutes les analyses. Merci Merci à d'avoir vous. accepté ce rendez-vous et continuez à apporter votre lumière sur tous les plateaux. Eh bien, on va Elle est essayer. vraiment importante. Merci. On À va bientôt. essayer. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.